Océanie tourner la situation sur le plan diplomatique. Donc, les développements, les propos qui vont suivre s'inscrivent dans l'exercice plein et total de la liberté et de la franchise universitaire, car de la scientificité et d'une manière générale du progrès de l'humanité, et qui sont d'ailleurs des exigences épistémologiques pour que le sujet soit assuré dans son fondement et surtout dans son autorité en tant que sujet délicat en matière de politique étrangère. Pourquoi parler aujourd'hui des îles d'épargne? Deux remarques préliminaires déjà. La terminologie îles d'épargne n'est autre que celle des Français. La résolution 3491 du 12 décembre 1979, intitulée précisément Question des îles malgaches, glorieuses, géants de Cuba, Europa et Bassin ne contient aucunement l'expression île d'épargne. Deuxième grande remarque, la doctrine en général, sans difficulté, est favorable pour la restitution de ces îles à Madagascar. Et nous pouvons nous en réjouir. Donc, incontestablement, ce sont des îles malgaches. D'ailleurs, faisant partie de Madagascar et dépendance lors de la colonisation, mais qui ont été détachés arbitrairement selon l'expression même de cette résolution historique, détachés, séparés arbitrairement donc de la grande île par un décret français 1er avril 1960, donc quelques temps avant le 26 juin 1960. Tout d'abord, pourquoi est-ce que nous devons, nous, malgaches, évoquer ces questions dites d'épargne? Questions sur le plan diplomatique, dites de questions sensibles, de questions taboues, de questions qui fâchent, qui peuvent fâcher les Français, comme le régime actuel même, peut-être également les régimes précédents, et pourquoi pas d'autres puissances qui essaient de rivaliser la France dans l'océan Indien, en l'occurrence les grandes puissances occidentales, visées par notre résolution historique relative à l'océan Indien, la déclaration faisant de l'océan Indien une zone de paix, la résolution 2832 du 7 décembre 1971, donc qui condamne la présence des grandes puissances dans l'océan Indien, dans le contexte de la rivalité et de la compétition militaire. Donc, pour commencer, il faut que nous sachions davantage que ces îles éparses ou petites îles malgaches font l'objet de litiges. Sur le plan juridique, comme je viens de le souligner tout à l'heure, eh bien, apparemment, il n'existe point de difficulté. Il n'existe point de difficulté puisque, eh bien, ce sont des îles qui étaient rattachées à Madagascar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, Madagascar, en tant que pays indépendant, souverain, doit alors disposer d'un territoire. Le territoire qui est
Donc, il faut que le pouvoir politique ait de délimitation dans ses compétences. Donc, lors de la période de la colonisation, eh bien, la France avait la plénitude des compétences à la fois sur l'Atlantique et sur les îles éparses. Donc, pourquoi aujourd'hui Madagascar revendique ces îles éparses? C'est parce que, tout simplement, également, nous souhaitons élargir nos compétences sur ces îles et surtout dans la zone économique exclusive engendrée par ces îles. Donc, en passant, les îles éparses qui s'étirent sur 1500 km dans le canal de Mozambique engendrent quelques 386 000 km² de zone économique exclusive. Qu'est-ce que c'est que la zone économique exclusive? Eh bien, c'est l'une des nouveautés des institutions du droit de la mer qui a été décidée lors de la 3e conférence en la matière. Cette 3e conférence sur le droit de la mer est très importante puisque c'est dès lors des négociations, des débats, que grandes puissances maritimes et les pays en voie de développement se sont réconciliés. Je veux dire par là que si les grandes puissances maritimes dorénavant ont revendiqué la liberté des mers, qui est fondamentale pour les grandes puissances, eh bien, les pays en voie de développement ont revendiqué à ce que l'on institue une nouvelle institution, qu'est la zone économique exclusive. Donc, la ZEE a été conçue pour que les pays en voie de développement, nous puissions donc nous rattraper dans notre prospérité en matière économique. Donc, comme je viens de le souligner dans cette introduction préliminaire, eh bien, cette terminologie demeure importante. Donc, une petite synthèse déjà pour que nous puissions comprendre davantage la suite de nos propos. Les îles éparses relèvent de la terminologie française et la doctrine en général est favorable à Madagascar pour leur réintégration. Donc, également, sur le plan formel, eh bien, la résolution 3491 du 12 décembre 1979, donc, invite les deux parties, Madagascar et la France, à entrer en consultation pour négocier justement de ces îles. Je vais m'attarder alors sur cette résolution. Sur le plan du droit international, la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, généralement, est dépourvue de valeur juridique. Encore une fois également, donc, lors de la création des Nations Unies en 1945, eh bien, les débats entre les grandes puissances et pays en voie de développement ont abouti essentiellement à la création de deux grandes institutions, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies. La question des îles malgaches fait l'objet d'une résolution dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pourquoi pas au Conseil de sécurité? Le Conseil de sécurité, donc ce dernier, qui comprend
son sein deux grandes catégories de membres, les membres permanents et les membres non permanents. Donc parmi les membres permanents, eh bien, on y trouve alors les 4 grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, 3 grands pays occidentaux, les États-Unis, la France et la Canada, et 2 grands pays non occidentaux, la Russie, héritière de l'ex-URSS, et bien entendu la Chine. La Chine, apparemment, appuie la question des malgaches comme elle vote en faveur également de la résolution 28 de 32, faisant de l'océan Indien une zone de paix. Mais là où notre attention doit être interpellée, c'est là où cette question des îles malgaches fait l'objet de réitération au sein de l'Assemblée générale des Nations. Autrement dit, depuis 1979, cette question figure incessamment à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations. Donc, il nous appartient d'essayer donc d'activer notre diplomatie malgache, d'essayer de faire en sorte à ce que la France puisse revenir à la table des négociations, puisque des ententes ont déjà eu lieu, commencé entre les deux parties. Autrement dit, là où je voudrais en venir, c'est sur la valeur juridique de cette résolution. Bien qu'elle soit dépourvue sur le plan juridique d'une véritable valeur juridique, eh bien, l'on peut se réjouir donc de cette résolution qui, maintes fois, est maintenue à l'Assemblée générale des Nations. Donc, ce n'est pas un acte juridique, toutefois c'est un acte politique très très important. Donc, en matière diplomatique, notamment aujourd'hui en matière environnementale, on parle beaucoup de la force de l'ordre par rapport à la art de l'homme, c'est-à-dire ce droit que l'on appelle le nous. Ce droit de nous qui peut devenir demain, plus tard, un véritable droit avec des effets juridiques. En d'autres termes, encore, donc, s'agissant de cette question des îles malgaches, eh bien, peut-être demain ou après-demain, puisque la réforme des Nations Unies est également à l'ordre du jour même de cette grande organisation, où donc la majorité des membres de l'ONU demande davantage à ce que l'Assemblée générale ait plus de compétences et de pouvoirs et que le Conseil de sécurité soit réformé également pour prendre en considération la nouvelle zone internationale, notamment avec les pays émergents. Donc, on en revient à la question principale. Peut-on nous priver d'en parler aujourd'hui? Question sensible, qui fâche, domaine, réservé, etc. Pourquoi est-ce que, durant la crise, à partir de 2009, l'opinion publique malgache a commencé de parler particulièrement d'un grand pays, la France? Puis, l'opinion publique s'est mise dans la tête à dire que, au fond, derrière tout ça, c'est la France qui est responsable de cette crise. La France, ou pas, en tout cas, eh bien, comme notre préoccupation
précise dans la lutte contre la pauvreté. Ce que nous attendons de la France, c'est qu'elle nous soutienne dans nos projets de développement, à ce qu'elle nous assure également la stabilité politique. Il n'en est rien du tout. Tout au contraire, les Français ont été les premiers à reconnaître le régime de transition, alors que la déclaration de Bamako sur les changements constitutionnels de gouvernement condamne explicitement les gouvernements de type militaire ou en d'autres termes, nous qui avons avec confiance à la France, j'avais même dit en toute liberté universitaire, la France indéniablement nous a trahis de loin. La France nous a trahis d'abord en 2009 avec ce coup d'État, mais également la France nous a trahis ailleurs, 150 km. J'insinue ici l'île de Juan du Louvain, à 350 km Europa, parce que alors que nous avons confiance à la France, le statut de ces îles d'éparses ont évolué sur le terrain. En 2003, les îles d'éparses étaient confiées à un administrateur chargé d'administrer l'État. Donc, le territoire d'outre-mer de la France également, dans l'ancienne. Puis, en 2007, c'est une véritable loi qui a donc érigé formellement, explicitement, ces îles malgaches parmi les parties. Donc, malgré son caractère de question sensible, il faut bien que nous réalissions. Et ce ne sont pas des faits qui sont arbitraires, ce sont de véritables faits. Les faits sont têtus, comme le dit l'Église. Donc, cela nous permet de revoir un peu, d'essayer un peu de mobiliser nos diplomates, le syndicat des diplomates, les enseignants-chercheurs en droit, en relations internationales, de mobiliser sur nos relations avec la France l'orientation générale de notre diplomatie, notamment la diplomatie dans l'océan Indien et notre relation bilatérale avec la France. Donc, vous pouvez le voir en moi, donc pour les profanes, se situe ces îles, elles sont là, elles s'étirent sur 1500 km de long dans le canal de Mozambique, donc dans l'océan Indien qui est réputé comme une zone stratégique. Autrefois c'était la route du pétrole, or par la route de la soie, la route des épices, aujourd'hui surtout la route du pétrole. Et c'est la raison pour laquelle que la France tient absolument à ces îles pour pouvoir contrôler davantage l'océan Indien et plus particulièrement le canal de Mozambique.
quelques descriptions. Bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est Juan de Nuba qui est la plus proche de Madagascar, donc moins de 150 km dans le nord-ouest de Tangaroa. Donc la plus proche de la grande île avec 5 km carrés. Donc la plus loin, c'est Bassa Daya qui est à plus de 300 km de Beauvais, les îles Glorieuses, donc dans le nord-ouest de Tico-sur-Est, etc., etc. Donc nous voyons par là que ce sont des îles assez minuscules peut-être, mais qui valent essentiellement par ses richesses, notamment la zone économique exclusive qu'elles engendrent. Et puis, il faut s'en rappeler que c'est la loi du 6 août de 1896, donc, qui a érigé Madagascar en colonie française, et il est bien dit explicitement dans cette loi qu'il s'agit bien de Madagascar avec les îles qui en dépendent. Revenons un peu à la France. Donc, d'une manière générale, succède la France dans le canadien, c'est la troisième puissance maritime potentielle mondiale, après les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais c'est la seule puissance territorialement présente dans l'océan Indien, et surtout, donc, la France contrôle le canal de Mozambique, donc par le biais de ces îles malgaches, et récemment, notamment avec Mayotte, qui est devenu depuis 2011 le 101e département français. Donc, la résolution, encore une fois, invite les Français et les Malgaches à négocier en vue de la réintégration des îles qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que désormais, l'Assemblée générale des Nations Unies, si elle avait le pouvoir, contraindrait la France à restituer ces îles à Madagascar. Donc, comme je le soulignais à l'instant également, eh bien, les choses, la situation évolue très rapidement dans la région. Nous qui avions grande confiance à la France. Sommet de la cérémonie de Saint-Denis de 1999, où il a été décidé de la cogestion entre la France, Madagascar et Maurice, au détriment de la résolution onusienne. C'est arrêté du 3 janvier 2005 qui attribue la compétence des EPA, des îles malgaches, au traité d'État, et surtout cette loi de 2007 qui dirige en tonnes d'étapes dans les anglophones. Et surtout dernièrement, alors que la crise malgache de 2009 dégénère, la secrétaire d'État à l'outre-mer, quelque part ailleurs en France, à 10 km dans Canada, dans son allocution adressée aux parlementaires lors du colloque sur les îles éparses, souligne nettement le maintien des conditions d'exercice de la souveraineté française. Bien sûr, nous nous demandons des intérêts spécifiques de ces îles, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc, juridiquement, dans les aides
zone économique exclusive de 200 000 nautiques. Un mille nautique, c'est 1852 mètres. Donc, dans cette superficie océanique, l'État exerce des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux subjacentes. Et surtout, les îles éparses engendrent une zone économique exclusive de l'ordre de 386 000 km². Donc, autant d'intérêts économiques que d'intérêts stratégiques, politiques pour la France. Donc, synthèse générale, la ZEE, qui est l'une des préoccupations donc, de la France, alors que cette ZEE a été conçue lors de la troisième conférence sur le droit de la mer pour que les pays en voie de développement puissent rattraper leur retard économique. Nous avons alors, en conclusion, des droits incontestables sur les îles éparses. Selon la terminologie française, îles malgaches, selon la terminologie formelle des Nations Unies. La République malgache, reconnue par la France au sein de la communauté constitutionnelle de 1958, incluait les petites îles. En 1960, les accords ne portaient cependant que sur les transferts de compétences, mais ils ne sont pas pourtant constitutifs de reconnaissance d'un nouvel État. Donc, en matière internationale, de droit international, la succession d'États s'entend donc de la supplantation de la souveraineté d'un État sur la souveraineté d'un autre. Deuxièmement, comme nous l'avons souligné maintes fois, eh bien, les îles étaient détachées sciemment de la ville quelque temps avant 1960. Principe juridique du droit international également, nous pouvons constater la violation du principe de respect de l'intégrité territoriale d'un territoire au moment de son accession à l'indépendance. Autrement dit, la France aurait respecté les frontières issues de la décolonisation. Et enfin, violation du principe de la succession d'État, où les accessoires, tout naturellement, doivent suivre le principal. Et c'est par là que je termine vos questions.